Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Sabine. Bonjour. Alors je suis très heureuse et très fière de vous présenter Sabine Longin. Vous êtes la nouvelle directrice de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon. Alors je suis même plus précisément la nouvelle directrice générale des deux biennales. Les deux biennales. Biennale d'Art Contemporain et Biennale de la Pardon, danse. j'avais oublié la danse. C'est très bien, c'est très bien. Donc tadam, je fais le roulement de tambour et je vous introduis officiellement à l'équipe des Lyonnes ce matin. Merci de prendre ce moment et de partager avec nous votre retour d'expérience, votre parcours. On est accueillis dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental Hôtel Dieu à Lyon ce matin pour ce délicieux café. Sabine, on va parler évidemment de votre parcours, je le disais, de votre rôle, de ce que vous êtes venu faire à Lyon avec ces biennales, ces deux biennales. Mais d'abord, première question de l'émission, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes une femme engagée? Et si oui, ça veut dire quoi pour vous, cette notion d'engagement? Alors je pense que mon parcours signifie mon engagement. Et je pense que l'engagement tient à la liberté et à la confiance en soi qui est nécessaire en fait pour suivre son instinct et son intuition. Sachant que l'intuition n'est rien d'autre que l'intelligence qui est une somme d'intelligence en fait émotionnelle, intellectuelle, etc. Et que si jamais on prend ça comme driver, je pense que ça tient à l'engagement. Parce que ça fait appel aux envies, ça fait appel aux capacités, et de manière peut-être moins réfléchie. C'est-à-dire qu'il y a des capacités réelles que nous avons, sans réfléchir par est-ce que je suis capable ou pas. Donc si on fait l'appel à l'instinct, et je pense que voilà, donc l'engagement, c'est suivre son instinct. D'accord. Et généralement, on se retrouve au bon endroit. Et donc, si on doit prendre pour moi les deux sujets en fait qui sont propres à mon engagement, et là je vais parler plutôt du côté professionnel, mais qui est aussi un engagement personnel. Ouais. J'ai vraiment deux intérêts partagés, vraiment à égale intensité. C'est vraiment la culture dans toute son ampleur et la politique culturelle. Donc, qu'est-ce que ça revêt en fait qu'est-ce que c'est que l'action culturelle au niveau français et au niveau international, avec une très grande appétence pour tout ce qui est dimension diplomatique culturelle et plus spécifiquement la diplomatie culturelle européenne, qui était un travail de recherche que j'avais engagé et que j'aurais aimé poursuivre, mais j'ai privilégié le fait d'être une maman à cette époque, et j'ai laissé ce travail en route, et d'autres étudiants l'ont pris après moi, et j'en suis enchantée. Donc l'engagement en tout cas pour une lionne, et pour une femme, je pense que c'est d'abord écouter son instinct et suivre son intuition, qui est souvent un très très bon conseiller, sachant que l'intuition, on la cale sur les deux jambes que sont vraiment les compétences que nous avons réellement, et puis notre envie. Et je pense qu'on oublie très souvent de laisser parler notre désir et notre envie, qui est un bon driver. Oui, c'est certain. Mais alors concrètement, ça se traduit comment dans votre vie, cet engagement? Ça se traduit dans les choix que vous avez opérés professionnels, dans vos choix personnels? Ça se traduit dans la conduite que vous avez de vos projets? Un petit peu dans tout, dans tout ça. Je pense que le premier élément, c'est paradoxalement l'absence de peur. Ah oui, souvent on est un parcours est une succession de décisions et une succession de surprises. Et le fait de ne pas avoir peur d'être face à un nouveau défi, d'accepter une nouvelle proposition qui parfois nous semble peut-être un peu à côté, ou peut-être parfois aussi un tout petit peu trop haute. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se dire que pourquoi pas, parce qu'on a une vie. On a le droit de s'autoriser aussi, nous les femmes, à avoir plusieurs expériences dans un même parcours. On a aussi, j'allais dire, le droit pour les générations futures, là c'est vraiment le côté engagement, de poursuivre ce qui a déjà été engagé en termes de liberté, d'autorité aussi donnée aux femmes. Et puis de s'octroyer la possibilité d'avoir des postes d'autorité, pas pour uniquement l'autorité, mais pour faire preuve d'autorité, mais pour pouvoir apporter des choses aussi bien qu'un homme. Et sans se positionner de manière différenciée. Je pense que pour les générations futures, enfin moi je le vois avec ma fille qui a aujourd'hui 19 ans, ça ne devrait plus être une question. Je trouve que nous, la génération qui est après des femmes qui ont vraiment œuvré de manière très engagée, peut-être qu'on a eu un tout petit creux. En tout cas, moi, je me mets dedans et j'avoue que
j'ai peut-être pas suffisamment fait en fait pour m'engager plus sur voilà, les inégalités entre hommes et femmes. Mais je trouve que ce qu'on doit faire aujourd'hui, nous, c'est accompagner la prochaine génération pour leur dire que ce n'est plus une question, que ça ne devrait plus être une question. Alors ça, c'est quand même dans les pays démocratiques. Et on oublie aussi parfois que les pays démocratiques sont assez peu nombreux dans le monde et que c'est bien de l'avoir en ligne de mire et de savoir que jamais rien n'est acquis et que tout ce qu'on défend et qu'on estime comme étant acquis ou devant être acquis est le meilleur rempart en fait au niveau international à toute tentation de déstabilisation sur ce sujet. Donc voilà mon petit engagement. Alors, vous avez un parcours à la fois national et international, on va y revenir, mais vous êtes lyonnaise d'origine. Première question que je voulais vous poser, Sabine, parce que vous avez choisi du coup d'embrasser le secteur culturel, on va voir comment vous y êtes venue, mais quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi? Votre rêve de petite fille de 5 ans, 6 ans, 7 ans, je sais pas, vous vouliez faire quoi plus grande? Plein de choses. Ouais. Je voulais plein de choses, mais ça s'articule autour de 3 grands métiers. Premier métier, c'est un métier scientifique. J'ai demandé assez jeune en fait un microscope pour regarder à quoi ressemblait le monde. D'accord. Petit format. Ouais. Et en même temps, on nous octroyait une liberté qui était immense à la maison, et notamment chez mes grands-parents, où il y avait un jardin qui n'avait pas de barrière. Donc c'était à la fois une découverte absolue du monde, de la découverte, et je mets la découverte dans la notion de scientifique, c'est-à-dire que comprendre ce qu'est le monde, et par le jeu, par la découverte, par le temps passé, temps passé aussi. Moi, j'ai été élevée par une maman qui avait fait les beaux-arts, et un papa qui était médecin et qui était pédiatre, et qui disait que la meilleure manière de développer l'imagination, parce que je pense que l'engagement tient aussi à sa capacité d'imagination, c'est le fait de savoir et d'accepter le temps de l'ennui. Tout à fait, ça c'est vrai. Et je pense que peut-être que même aujourd'hui aussi, quand on est sur une logique de laisser parler son intuition, il faut, pour pouvoir l'écouter, accepter de prendre un petit temps d'ennui qui tient à la balade. Et parfois, la culture permet, alors pas ce temps d'ennui, mais ce temps de lâcher prise, de la surprise. Voilà. Donc ça, c'est le premier métier. Donc scientifique, avec un microscope en main. Le deuxième, il n'est pas tout à fait avouable, mais je vais quand même le dire, c'était espion. Ah, très bien. Espionne, et peut-être que la dimension internationale tient aussi à cela. Alors, on enlève le côté, je prends de l'information pour la redonner à quelqu'un, mais le côté compréhension du monde et peut-être le lien aussi entre un pays et un autre tient aussi à cela, sans la partie, voilà, 007 version féminine. Et le troisième métier, c'était écrivain. Et je n'ai pas du tout embrassé à cette heure, mais peut-être qu'un jour, j'y viendrai. Pourquoi pas? J'y viendrai, mais ça, ce sera soit dans une autre vie. Voilà, donc ça, c'était vraiment les vos rêves, métiers auxquels je pensais. Et alors, du coup, vous grandissez, vous faites quoi comme études? Vous choisissez quoi? Alors, je grandis. J'ai un parcours qui est très étonnant parce que je suis passée de très bonne élève à rebelle. Ah bon? Ok. Et donc, j'ai eu un parcours qui se sépare en blocs, un peu de droit, avec une dimension internationale des droits constitutionnels. Donc, à Lyon, à l'université... D'abord, l'université de Lumière Lyon 3 à l'époque. Non, c'était l'université à Lumière, c'est Lyon 2, mais la fac de 3, c'était Lyon 3, bien sûr. Ensuite, en communication pendant 3 ans, avec une maîtrise en communication et notamment dans le domaine de la rédaction. Et puis après, ce qu'on appelle un DESS à l'époque. Ouais. Je ne sais pas si ça existe toujours, je ne crois pas. Non, mais on se comprend. On se comprend. En direction de projets culturels internationaux, ce qui m'avait permis effectivement d'aborder le projet à l'époque, qui était totalement iconoclaste, de ce que moi j'appelle la diplomatie culturelle européenne, mais qu'on appelle la représentation européenne culturelle en pays tiers. C'est hyper pointu, Sabine, là. Mais qui à l'époque était une recherche qui était, iconoclaste. Ah oui? Ok. Et qui aujourd'hui, peut-être l'est un tout petit peu moins. Et je pense qu'on devrait peut-être porter plus d'attention à la politique étrangère européenne. Alors là, on est à quelques jours des européennes, mais... et je pense que c'est... Alors,
dans les parcours, je pense que on en revient à la culture et à la politique, c'est-à-dire que si on doit peut-être expliquer un parcours, c'est-à-dire à quoi tient en fait un choix de parcours scolaire ou universitaire, parfois il tient aussi à ce que nous apporte notre entourage. Bien sûr. Moi, j'avais donc une maman qui avait fait les Beaux-Arts de Limoges et qui nous avait appris à dessiner, pas du tout en faisant des maisons avec des bâtons, mais en nous mettant sur la table des vrais livres d'art. D'accord. Et en nous disant de recopier les livres d'art de manière libre, mais en tout cas de s'inspirer. Alors on s'est inspiré de Boucher, vraiment de Rubens. Donc on avait en fait comme modèle des chefs-d'œuvre. D'accord. Et vous deviez les réinterpréter. On avait une interprétation libre. Ok. Et à côté de cela, un papa qui était très engagé au niveau européen, qui pensait à l'époque, quand il était étudiant et qui était un Lyonnais, à la faculté de médecine, qui avait à l'époque créé le premier parti européen, le premier parti fédéraliste européen, D'accord. avec des copains, médecins, etc. Je crois qu'ils avaient inventé à l'époque un drapeau et un hymne, alors que voilà, ça c'était très engagé. Ce sont vraiment des choses qui sont très très engagées, enfin très ancrées. Oui. Et je pense je pense que ça tient quand même aussi à longtemps. Oui, ça vous a marqué. Ouais. Oui, c'est une vraie c'est très structurant en fait. Ouais. Et je pense que les deux dimensions scientifiques et culturelles revêtent, pour moi encore aujourd'hui, en fait, toute leur importance. En plaisantant à peine, je suis ravie qu'il y ait l'ENS D'accord. à Lyon, qui permet en fait aussi autant de partenariats que de possibilités à l'avenir de croisement en fait entre l'art, les sciences, la recherche. Je trouve ça passionnant. Donc oui, l'engagement et le choix d'un parcours, je pense, tient aussi au... Donc là, vous avez décidé de vous orienter sur le volet culturel. Ouais. Et déjà, à l'époque, c'était déjà compliqué. Enfin, je veux dire, c'est pas des carrières qui sont faciles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jobs, c'est très pointu, c'est des milieux de connaissance. J'ai quand même aussi un avantage, c'est que j'ai un arrière-grand-père qui était peintre, arrière-grand-père qui était peintre lyonnais, qui s'appelle Simon Saint-Jean. Ah oui, d'accord. Dont on trouve des toiles et des œuvres au Palais Saint-Pierre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il y a aussi, je crois, 2 tableaux de mon arrière-arrière-grand-père à l'Hôtel de Ville. Ok. Donc, chez mes grands-parents, il y a toujours eu un environnement artistique assez fort. Ouais. Et puis, donc, avec une maman qui était aussi très, très axée vers la culture et un père extrêmement cultivé. Donc, plutôt côté littérature. Et puis, les deux étaient très portés vers la musique. Donc, c'est aussi un mélange d'art et donc pluridisciplinaire. Oui, donc il y avait un milieu autour de vous qui quand même qui était oui, qui partageait ce genre de choses. Qui éveille la curiosité. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une chance. Alors là, si on doit parler aussi d'engagement vers l'accès pour tous à la culture, ça, c'est extrêmement important. Parce que en fait, moi, j'ai pu faire ça et j'ai pu être sensibilisée à la culture parce que j'étais immergée. Oui, c'est ça. Culturelle. Et c'est vrai que c'est bien de donner l'accès à tous. Je raconte une petite anecdote, mais quand j'habitais dans la banlieue de Paris il y a une quinzaine d'années, j'étais dans la rue et je ramenais mes sacs de courses. Et il y a un petit garçon qui me dit est-ce que vous souhaitez que je vous aide, madame? Je dis c'est super gentil. Et je le ramène à la maison. Et à l'époque, je travaillais sur le positionnement du prix du Polar SNCF en termes de conception pour eux. Et je lui dis écoute, comme tu m'as aidé, il faut que je te remercie et je vais te donner un cadeau qu'on m'a fait d'un auteur qui m'a remercié avec une dédicace. Donc je te transmets cette dédicace. D'accord. Donc je te donne le remerciement qu'on m'a donné. Et j'ai vu dans le regard de ce petit garçon, il était plus que ravi en disant c'est trop. Et je dis en fait non, c'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose, il faut le redonner. Donc ça, c'est pour vous dire que je pense que quand on a eu la chance d'avoir été entouré en fait par ces cadeaux, ces cadeaux en fait, ces options qui sont pas données à tous, et je le sais. Je pense que le minimum que vous puissiez faire, c'est d'œuvrer à faire en sorte que les autres puissent avoir un accès à la culture peut-être de manière plus ample, ou en tout cas que cet accès à la culture ne soit jamais remis en cause, parce que si on revient à l'engagement féminin, on oublie aussi souvent que
la chance qu'il nous est donnée en France et en Europe d'avoir un accès à la culture de manière extrêmement ample et variée n'est pas la norme. C'est vrai. Et que si on est en capacité d'inventer, c'est parce qu'on nous a permis de penser autrement, de développer une curiosité, de développer de facto un esprit critique, et qui est mis en regard de l'imagination. Donc tout ça fait que vous êtes en capacité d'inventer, de résister, et donc de vous engager. Donc la culture, oui, je pense que je suis allée vers vers cela. En fait, pour répondre tout à fait honnêtement, je crois que je ne me suis pas posé la question. Ah oui, d'accord. Parce que mes premiers stages se sont faits en conception-rédaction chez Publicis, à Lyon, qui était à l'époque Place Bellecour. Bon, c'est vraiment marré. Ok. Où j'ai été accueillie les bras ouverts, et c'était vraiment exceptionnel. Et après, j'ai démarré mes stages vraiment dans le domaine de la culture à l'époque avec l'Université Lumière Lyon 2. Il y avait aussi un tout petit module à l'université qui était vraiment sur la partie film. Et on avait, donc dans la perspective de 95, qui était le centenaire, en fait, il y avait des études. Et donc j'avais, en tant que stagiaire, un tout petit peu avec eux là-bas. Et donc mes stages m'ont amené quand même aussi petit à petit à aller beaucoup vers le cinéma que j'aimais énormément. Ouais. Lyon était vraiment une place forte. Moi, à l'époque, il y avait le CNP qui existait, qui était vraiment une manne. Alors je pense qu'avec quelques amis en fac de droit, je crois qu'on passait plus de temps au CNP qu'à la fac. Sur les bancs de la fac. Ouais. Mais il y avait une offre aussi qui était aussi pléthorique. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi... le parcours se fait de manière je reviens à la logique de savoir se laisser surprendre et d'accepter en fait une voie qui vous est proposée, accepter d'être à l'écoute, et ça c'est peut-être, si on revient sur le sujet des lionnes, peut-être une des dimensions sur lesquelles il faut qu'on soit nous plus vigilantes, le fait de pouvoir s'autoriser à accepter des choses qui paraissent peut-être inaccessibles, parfois, ou dangereuses, ou peut-être plus engageantes, peut-être plus engageantes, où on se dit, est-ce que je vais pouvoir être en capacité de mener de front ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie de professionnelle. Et en fait, oui. Oui, c'est ça. On trouve toujours des solutions. On trouve toujours des solutions. Et je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il y aura peut-être encore une ou deux générations. Pour que ce soit vraiment acquis. C'est ça. Vraiment acquis. Alors, donc, du coup, vous commencez vos stages. Vous êtes très vite recruté déjà à la Biennale d'art contemporain. Ça, c'était ma première fiche de paie. En tant que salarié, c'est la Biennale d'art contemporain en 94. Mais c'est incroyable. Ça, c'est drôle, ouais. C'est drôle. Ça, c'est très chouette. Et alors là, je crois qu'il y a aussi une autre dimension à laquelle je crois, c'est la transmission et la fidélité dans les relations professionnelles. Et d'ailleurs, je le dis souvent quand il y a des jeunes femmes qui sont des stagiaires et qu'on porte après, parce qu'en fait, c'est aussi une question d'accompagner entre un stage et un premier emploi, comment on accompagne en fait quelqu'un. Je leur demande en échange de promettre, de faire la même chose. Ensuite, de transmettre aussi la magasin et je crois que c'est la meilleure des manières de transmettre aussi une forme de loyauté face à la possibilité de pouvoir assumer n'importe quel travail. De dire, on peut... Bien sûr, oui, c'est ça. On a le droit d'y aller. Et peut-être que ça, c'est peut-être un des points sur lesquels les réseaux masculins sont peut-être aussi plus forts, parce que souvent, les écoles, en fait, qui étaient des écoles qui avaient un esprit de corps c'est vrai, très fort, le faisaient de manière automatique. Et comme il y avait moins de filles ou de jeunes filles ou de jeunes femmes, du coup, ça se fait de manière moins évidente. C'est vrai. Mais voilà. Et donc, votre premier job, c'est quoi ? Alors, mon premier job, en fait, c'est
alors, ce qu'on appelait à l'époque assistante ou collaboratrice, en fait, des 3 commissaires d'exposition qui étaient à l'époque Ah oui, Thierry Raspail, Thierry d'accord. Pratt et Georges Ray, D'accord. sur la Biennale qui était pour moi, c'était mon premier vrai boulot, donc travail. Donc c'est vrai que ça avait une saveur particulière et puis on est fier, et puis on est content. Donc mon premier travail, c'est à côté de 3 personnalités très fortes Ah, pour le moins. et 3 hommes Ouais. qui m'ont du coup donné ma chance. D'accord. C'est quand même grâce à Thierry Raspail en fait que je me suis retrouvée au Biennale, mais c'est aussi parce que j'avais eu la chance grâce à mon stage au musée d'art contemporain qui était à l'époque au Palais Saint-Pierre, Ouais. j'avais eu la chance de croiser un conservateur américain qui s'appelle Monsieur Robert Morgan, qui est le spécialiste de l'art conceptuel. Et je l'avais rencontré dans le cadre d'une exposition présentée par le musée. Et comme j'avais eu un stage aux États-Unis grâce à cette rencontre totalement improbable en fait entre ce commissaire et moi, qui était en train d'organiser une exposition franco-américaine avec le consulat général de France à New York à l'époque, et donc la galerie Trade Waxing Space, qui est une galerie super pop à New York. Et à l'époque, on était encore à l'époque des fax. Et il me demande à la suite d'une visite qu'on me demande de faire pour le musée. Il me dit, écoutez, je cherche quelqu'un, est-ce que vous souhaitez me rejoindre à New York pour un stage? Donc 2 mois après. Et donc je dis oui, grâce à l'entremise de mon père à l'époque, qui me dit, t'as l'autorisation, le go. On ne le dira pas à ta maman tout de suite, on lui dira quand tu seras dans l'avion. Ah oui, carrément. Donc, la complicité de votre papa qui vous permet de le faire. Oui, qui me permet de le faire. Pourquoi votre maman, elle aurait flippé? Parce que, oui, ce sont des réactions classiques, Ouais, normales en ouais, fait. bien sûr. On est jeune, et puis c'était moins évident qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a Erasmus, Bien Mundus, sûr. il y a plein de choses. Mais à l'époque, c'était quand même moins évident. Donc, je pars à New York et je fais 1 mois et demi de stage sur cette exposition qui m'a permis d'avoir en ligne des grandes dames comme Louise Bourgeois. Ouais. Parce que une de ses œuvres était présentée. Et du coup, je rentre à Lyon. Donc, je vais remercier le musée. Donc, Isabelle Bertolotti, qui était à l'époque ma maîtresse de stage Tout à fait. et qui est aujourd'hui directrice du musée d'art contemporain et qui a fait partie des Lyonnes. Enfin, je crois qu'elle fait partie des... Et donc, je vais la remercier en me disant c'est grâce à toi et grâce à vous que j'ai pu faire ce stage à New York. Et Thierry Raspail, qui passait à ce moment-là, dit si jamais elle a été capable de travailler avec Robert Morgan, elle sera capable de travailler pour nous. Et donc, je suis embauchée à la Biennale d'art contemporain. Et à partir de là, en fait, le parcours s'est fait exactement de la même manière. Ah oui, à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on m'a proposé en fait par des rencontres clés. Et c'est là où j'ai dit que il y a des rencontres clés qui ont été autant de rencontres féminines que masculines. Donc, voilà, il n'y a pas eu de... Et encore une fois, je pense que c'est là aussi où c'est intéressant de voir que les temps changent et que le petit pas supplémentaire est peut-être pas si loin. Voilà. Et oui, c'est une succession de rencontres. Alors, les rencontres se font aussi sur la base de compétences et sur la base d'acquis. Oui, et puis cette première rencontre avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec cet artiste américain, c'est l'opportunité de votre stage qui vous met en configuration pour le rencontrer, mais forcément, vous faites quelque chose qui lui plaît à ce moment-là, et donc vous osez aussi jouer votre carte. Oui, et puis quand on arrive aux États-Unis, qu'on a 24 ans, on passe par les fourches codines d'un Américain, c'est-à-dire que ça se fait à l'école américaine. Donc quand je suis arrivée à New York, avant de démarrer toute action au sein de la galerie qui accueille cette exposition avec le consulat général de France, on a passé 4 jours à faire toutes les galeries de New York, et lui sans dire un mot, et me demandant de manière automatique à chaque fois qu'on sortait du lieu d'expo, qu'est-ce que vous en pensez? Une fois que j'avais passé le test en fait de la réponse, donc du regard critique, j'ai eu le droit de travailler. Ah oui, d'accord, ok. Alors après, je pense que j'aurais travaillé de la même manière, mais c'était une mise en condition, et ça c'est vraiment à l'américaine. C'est-à-dire que il y a le parcours, il y a les acquis, mais il y a aussi qu'est-ce que vous faites de vos acquis, comment vous vous autorisez à valoriser vos acquis, comment vous vous autorisez à vous questionner. Donc ça, j'ai appris effectivement à ce moment-là
le fait de pouvoir s'autoriser à se tromper. Là, je pense que c'est aussi une des dimensions sur lesquelles les femmes ont peut-être moins de facilité. Ouais. Peut-être parce que ça nous a été moins autorisé aussi. Oui, c'est vrai, complètement. Mais ça, j'ai appris aux États-Unis qu'on avait le droit et que ceux qui ne se trompent pas, c'est qu'ils ne font rien. Voilà, la fameuse phrase de... Mais eux, c'est vécu. Ouais. C'est pas un concept, c'est vraiment vécu. Donc, qui ne tombe pas ne fait rien. Ouais. Qui ne se trompe pas, voilà. Bien sûr, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne trompent jamais. Et donc oui, et après, pour répondre peut-être à ce qui résumait peut-être mon parcours, parce qu'en fait, je suis biennale, après je pars travailler pour la société de communication qui travaillait pour la Biennale, qui me dit, viens, rejoins-nous. Ensuite, et toutes les choses se sont faites comme ça, jusqu'à aujourd'hui, en fait, où du coup, après avoir été pendant 3 ans, parce que j'ai toujours gardé des liens avec Isabelle Bertolotti, qui du coup a pris la tête du musée, et qui de facto devient donc directrice artistique en fait des biennales et des biennales d'art contemporain. Et du coup, il y a une amitié professionnelle en fait qui s'est liée et une vraie loyauté. Et du coup, qui aujourd'hui me permet d'être ici en fait. Et après, la boucle est bouclée, en quelque sorte. Je trouve ça assez... et c'est vrai que c'était quand je suis revenue dans les locaux, de revoir à la fois sur les murs sans nostalgie du tout, mais plutôt avec beaucoup de gaieté, l'affiche en fait de 94 et en même temps juste à côté des bureaux occupés par de jeunes femmes et de jeunes gens. C'est assez... ça dit quelque chose de la possibilité d'un parcours. On peut tout s'autoriser. C'est ça. Et pour répondre peut-être en biais à votre question de qu'est-ce qui différencie mon parcours peut-être d'un parcours plus classique, où on est dans la même société, où on fait la même chose pendant 20 ans, c'est ce que disait Margit Roel, qui est une très grande conservatrice qui a travaillé au MoMA, avec à Pompidou, Guggenheim, etc. Et qui était membre du conseil d'administration, et qui l'est encore, membre du conseil d'administration de la Fondation Giacometti, où j'ai travaillé pendant 5 ans et demi. D'accord. Comme numéro 2, aux côtés de Catherine Grenier. Première rencontre, dans le cadre de la Fondation, elle me dit, je crois qu'on se ressemble beaucoup, nous sommes 2 femmes qui avons fait un parcours par envie. Pas du tout par calcul, pas du tout par ambition, par ambition de poste, par ambition d'apprendre, par ambition d'évoluer, bien sûr, progresser, pas par ambition classique, formelle, du poste d'après. Et je crois que ça change. Alors c'est moins facile, peut-être sans doute plus risqué, beaucoup plus risqué, mais totalement passionnant. Mais alors, vous pensez, à l'aune de votre regard et de votre expérience, Sabine, vous pensez qu'elle manque de quoi, les femmes, pour réussir ? On en parlait un peu en préparant l'émission. Je crois qu'il y avait une anecdote assez marquante de votre parcours professionnel où on est venu vous chercher pour faire une école, une formation supplémentaire dans votre carrière professionnelle. Je crois déjà à ça. Je pense que toutes les formations en fait continues, qui sont souvent proposées aux hommes tout au long de leur parcours, sont peut-être moins facilement proposées aux femmes, notamment quand on arrive à une position de direction. Oui, à des seuils de... Il faut s'autoriser à le faire. Mais alors, effectivement, je vais vous répondre, parce que moi, je pensais que ce n'était pas du tout fait pour moi. Donc, on vient, un colonel et un général me demandent, en fait, par 2 voies différentes, mais me posent la même question, en me donnant quasiment pas l'ordre, mais en me suggérant fortement de postuler à l'IHEDN, politique de défense, en session nationale. Donc, c'est l'Institut des hautes études de défense nationale à Paris. C'est très, très coté. Pendant une année, vous suivez 1 jour et demi par semaine. Donc, c'est beaucoup un temps de travail. C'est très lourd parce qu'il faut être... Et vous vous retrouvez au niveau avec une centaine, les promotions sont de 100 personnes, donc France et internationale, avec 30% de colonels qui vont devenir des généraux, 30% de corps d'État,
30% de grandes sociétés et 10% de pirates. Mais moi, je faisais partie des pirates. D'accord. Mais en gros, sur cette promotion de 100, il y avait 16% de femmes. Je crois Ah oui, qu'aujourd'hui, donc c'est vraiment... aujourd'hui, c'est beaucoup plus, mais à l'époque, c'était 16% de femmes. Donc, quand le général et le colonel me le proposent, donc c'est le colonel Kunzelmann et le général Fouquet me le proposent, je dis bon, oui. Et en laissant ça voilà, dans la pile en dessous, pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je pensais que c'était pas fait pour moi, au regard des 16%. Oui, parce qu'en fait, il y a un dossier de candidature à remplir, une sélection. Il y a un dossier, il faut être retenu. C'est un peu comme les concours, enfin tous les concours, et notamment en France. Il y a on dépose un dossier, on est retenu et on est admissible à un oral, et après on est retenu sur l'oral. Donc là, vous vous dites, bon, oui, d'accord, c'est bien, mais je passe mon tour. Voilà. Donc la première année, ils me disent, bon, écoute, Sabine, il faudrait quand même que tu présentes ton dossier. Je dis, oui, je ne le fais pas. Deuxième année, ils reviennent en me disant, Sabine, ce serait quand même une bonne idée, de manière un peu plus appuyée. Ce serait bien que tu le fasses. Et le général Fouquet, voyant que je ne le faisais pas, m'a demandé d'aller voir une très très grande dame qui est Diane Darras, qui était une très grande dame à la direction de GDF Suez. Et donc, je vois Diane Darras et qui me dit 2 choses. 1, Sabine, on vous demande de faire et de déposer un dossier, donc vous le faites. Deuxième chose, toute la journée, on se pose la question et on chouine parce que nous n'avons pas des postes de pouvoir et des positions qui nous permettent d'être en position de décision. Décider, ouais, c'est ça. Alors en fait, vous le faites. Et puis point. Ouais, c'est ça. Je crois que l'entretien a duré 2 minutes et demie ou 3 minutes. Donc je suis partie et j'ai effectivement déposé mon dossier. Et donc j'ai été admissible à l'oral, et donc j'ai passé l'oral et j'ai été retenue. Et je crois que c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais ça représente aussi peut-être le fait qu'aujourd'hui, tous ces sujets de est-ce que l'on s'autorise ou pas devraient être des sujets, des faux sujets. Ce ne sont plus des sujets aujourd'hui. Et ce qui est assez équilibré dans cet exemple-là, c'est que ce sont 2 hommes, en fait, qui m'ont suggéré de faire partie de ces 16%. Pas du tout des femmes. Et qu'en revanche, c'est une femme qui m'a donné l'autorisation de le faire. Donc, l'impulsion première, c'est-à-dire que pour des hommes, c'était évident. Ouais. Et pour moi, ça ne l'était pas. Mais alors, pourquoi vous pensez que ça n'était pas? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui leur manque aux femmes, en fait, pour s'autoriser, finalement, se projeter? Déjà, la logique de la statistique. C'est-à-dire que si on revient sur les 16%, c'est une question de priorisation. De priorisation, c'est-à-dire que si on sait qu'on va devoir travailler, il faut quand même s'engager. Ouais. Il faut préparer, il y a quand même... alors, c'est rien. Il y a quand même une préparation, il y a un dossier à rendre avec une préparation aussi à l'oral. Enfin, on place un grand oral. Enfin, on pense à un oral. Donc, on jauge son engagement? Je pense qu'on jauge son engagement à la hauteur du pourcentage d'admissibilité, en fait. Et donc là, aujourd'hui, parce qu'on m'a demandé d'être cadre donc de l'IHEDN, de la défense, donc d'accompagner en fait des groupes pour les années à venir. Ouais. Et il y a beaucoup plus de profils féminins retenus, donc de femmes retenues, et ça, c'est heureux. Ouais. Voilà, donc ça arrive, ça change. Et je pense qu'à chaque fois qu'une femme, donc le pourcentage augmente, plus ça devient évident. Donc c'est vraiment le petit, c'est les petites premières, les dernières marches à faire en fait. Et je pense que c'est vraiment une des raisons. Alors il y en a sans doute plein d'autres, mais celle qui pour moi est la plus évidente, c'est la logique de son propre engagement au regard des statistiques. Et alors vous leur donneriez quoi comme conseil justement aux femmes qui nous écoutent pour qu'elles osent davantage suivre? Est-ce qu'elles ont envie de faire une carrière dans la culture, etc. Vous leur dites quoi aujourd'hui? Tout est possible? Je crois que c'est même plus que... Je reviens à la notion de l'envie, parce qu'elle met de côté la question de la capacité.
Et mine de rien, les profils masculins marchent à l'envie. Que ce soit une envie liée à l'ambition, ou liée au poste, ou liée à l'argent, ou peu importe en fait. Mais c'est plus lié à l'envie. Et je crois que le driver qui peut paraître romantique ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que le sujet du désir et de l'envie, c'est un vrai sujet d'affirmation de soi. Et d'affirmation de soi qui est, comme on l'évoquait au tout début, qui est un mélange subtil en fait de compétences, d'ambition, assumée, et j'allais dire, de confiance en soi sur sa capacité à achever un projet. Voilà, un objectif. Et je pense que ce sont ces trois choses-là. Et donc, l'envie, c'est vraiment un condensé de ces trois choses. Et je crois que l'envie se jauge aussi. Alors, ça, on va revenir quand même aussi à la notion de risque. Je crois que peut-être parfois, on a été moins éduqués à accepter à prendre des risques. Et que, je pense que la génération de ma fille, donc de mes enfants qui ont entre 17 et 21 ans, pour eux, c'est plus un sujet. Nous, ça l'était à l'époque, je pense, encore un tout petit peu. Le risque était très, très porté sur une dimension masculine. C'est très masculin, très affirmé. On peut prendre un risque parce qu'on a les capacités de prendre un risque. Et je pense qu'il y avait peut-être à l'époque encore une fragilité, enfin en tout cas pas une fragilité, mais une frilosité. Plus une frilosité en fait à pouvoir s'octroyer de dire bah oui, j'ai autant de capacités à pouvoir prendre un risque. Encore une fois, si jamais je tombe, je me relève. Et c'est comme ça. C'est ça. Et c'est pas grave. Et puis, l'envie amène une autre dimension que peut-être que ma génération de femmes avait moins en tête. C'est que quand on marche à l'envie, on se retrouve sur une posture peut-être plus affirmée, donc plus masculine, et qui change beaucoup de choses au jour le jour. Dans la relation, en fait, à nos homologues. D'accord. Parce que la posture n'est pas la même. Ouais. Parce qu'on est tout de suite sur du sens. Il n'y a pas de questionnement qui va souvent avec la posture du est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je dois parler comme ça, est-ce que je suis... Et donc ça se fait de manière automatique. Grosso modo, on échange du sens avec du sens. Et je pense que les profils masculins font la différence. Et donc du coup, la relation n'est pas la même, mais du coup, le réseau à terme n'est pas le même. Parce que le travail d'être approché ou en tout cas interrogé pour prendre un poste tient aussi à la manière dont les gens vous ont vu œuvrer, décider en toutes circonstances, que ce soit sur des toutes petites choses, comment vous vous positionnez, comment vous interagissez avec un décideur. Et si on revient à l'exemple de l'IHEDN, ce sont encore une fois deux personnalités masculines qui m'ont vu œuvrer dans un contexte réel, qui ne sont pas des amis. Oui, bien sûr, oui. L'un était sur les bancs avec moi au cycle des hautes études européennes de l'ENA, et puis l'autre était... on s'est rencontrés dans le cadre d'un festival de musique où il m'a demandé mon avis sur le positionnement de son festival, où on a une relation très, très, très franche stratégique. Et puis peut-être, si on en revient au désir et sur l'IHEDN, je pense qu'il y a aussi une dimension qu'on s'octroie assez peu parce qu'on est peut-être aussi sur une posture de bon élève, et qui rejoint la notion de désir, et que quand on est à un poste de décision, il y a une différence entre un stratège, le positionnement stratégique et le positionnement tactique. Les femmes, aujourd'hui, s'octroient assez facilement la possibilité d'être sur une position tactique parce que et peut-être moins sur la position stratégique qui nécessite une prise de risque, etc. Et alors, on est tout à fait capable de le faire. Il n'y a pas de sujet. Oui, non, il n'y a aucun sujet. Enfin, on a le même nombre de neurones, enfin, on est exactement les mêmes. Donc, je pense que c'est plus sur une façon d'être aussi
j'allais dire, dans le monde d'être au monde, dans le monde professionnel. Et alors, Sabine, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique, ou plutôt si vous étiez nommé ministre de l'égalité femmes-hommes, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes, visibles dans cet espace public, dans ce débat public? C'est quoi votre proposition? C'est une proposition incroyablement pragmatique. Ce serait d'imposer, alors il faut compter sur une année budgétaire à venir, mais l'obligation d'avoir un salaire égal pour poste égal. Parce que si on en revient à la logique de la posture, de facto, en fait, ça crée une différence qui n'est pas qui n'est ni entendable ni acceptable, et qui peut-être maintient en fait cette différence de niveau qui est un niveau de fait en fait. Parce que si on a un salaire différent, on est de toute façon différent et vu comme différent, et ça c'est plus acceptable. En tout cas, ça c'est juste plus du tout entendable aujourd'hui. Et moi, j'avoue que j'ai du mal à me dire aujourd'hui que je n'ai pas suffisamment fait sur ce sujet pour la génération de ma fille. Alors malheureusement, je ne serai jamais... mais il n'empêche que si jamais j'avais un sujet à défendre aujourd'hui qui est extrêmement simple, ce serait celui-ci. Ce serait celui-ci. Très bien. Sabine, merci beaucoup d'être venue prendre ce Café des Lyonnes avec nous ce matin. Je trouve que vous avez beaucoup à faire. On est à quelques jours du début de la Biennale d'art contemporain. Vous pouvez nous rappeler les dates? C'est de septembre à... 21 septembre au 5 janvier. 2025. Voilà, exactement. Donc on ira découvrir ce magnifique rendez-vous lyonnais qui est très attendu. Nous serons ravis de vous accueillir. Très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de vous avoir accueilli ce matin pour ce Café des Lyonnes et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine, à bientôt.